The moment and a black flag and the car's caught fire. The driver is standing into the fire. Didi Pirini in the lead overalls here trying to direct one of the fire. Riccardo Paletti est né le 15 juin 1958 à Milan, en Italie, au sein d'une famille aisée où la vitesse et la passion mécanique semblaient faire partie de l'air qu'on respirait. Dès son plus jeune âge, il se distingua des autres enfants par un talent sportif exceptionnel, notamment dans le ski de vitesse. À seulement 12 ans, il devint champion national italien junior, un exploit rare à cet âge. Mais pour Paletti, la victoire ne suffisait jamais. Il voulait ressentir quelque chose de plus fort, de plus intense, quelque chose qui fasse battre son cœur à toute allure et qui pousse son esprit jusqu'à la limite. Il trouva cela sur les circuits. Dès le départ, Paletti fut fasciné par le rugissement des moteurs et les images de ces bolides filant comme des fusées sur les écrans de télévision. Il suivait avec passion chaque tour de piste de Niki Lauda, Mario Andretti et James Hunt, ces héros d'une génération italienne enivrée par la vitesse. À 10 à 9 ans, il décida de suivre le même chemin. Il persuada ses parents de lui permettre de participer au championnat Formula Monza, une petite catégorie, mais redoutablement compétitive, réservée aux jeunes pilotes italiens. Ce garçon aux cheveux noirs et au regard ardent attira immédiatement l'attention. Dès ses premières courses, il révéla un instinct naturel pour la vitesse. Toujours audacieux, toujours prêt à franchir les limites. Le succès ne tarda pas. Après une seule saison, Paletti monta en Formula 3, puis en Formula 2, le tremplin où se formaient les plus grands espoirs européens. En 1981, il se distingua par 2 deuxièmes places au championnat d'Europe de Formule 2, ce qui lui valut le surnom que la presse italienne lui donna, Il Giovanrazzo, la jeune fusée. Beaucoup croyaient que son destin le conduirait inévitablement en Formule 1, le sommet du sport automobile. Pourtant, derrière l'image d'un pilote passionné et téméraire, se cachait une âme consciente du prix de la vitesse. Lors d'une brève interview, il déclara une phrase qui allait résonner tragiquement plus tard. « Sur la piste, je me sens plus vivant que n'importe où ailleurs. Et si je devais y mourir, peut-être que je ne le regretterais pas. » Une phrase qui, à l'époque, semblait être la poésie naïve d'un jeune homme, mais qui prit bientôt la valeur d'une prophétie sombre. Lorsque la petite équipe italienne Osella Squadra Corse lui proposa une place pour la saison 1982 de Formule 1, Paletti n'hésita pas une seconde. Pour lui, c'était la porte d'entrée vers un rêve que tous les pilotes partagent. Mais ceux qui connaissaient Osella savaient à quel point cette aventure serait risquée. La voiture, une Osella Fonk, était lente, instable, peu sûre. Le moteur manquait de puissance, le châssis était fragile. Pourtant, Paletti s'en moquait. « Je n'ai pas besoin de gagner, dit-il à sa mère. Je veux juste prouver que je mérite d'être ici. » Mais la réalité fut bien plus dure. Durant les 7 premières courses de la saison, Paletti échoua à chaque fois aux qualifications. Sa voiture était trop faible pour rivaliser et à chaque élimination, la déception grandissait. Cependant, il ne renonça pas. Dans un petit carnet qu'il tenait toujours sur lui, il écrivit « Chaque échec me rapproche du moment où les feux rouges s'éteindront. Je ne sais pas quand ce sera, mais je prendrai le départ. » Ce moment arriva enfin le 13 juin 1982. Le Grand Prix du Canada, 8e manche de la saison, se tenait sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal. L'atmosphère y était lourde. 2 semaines plus tôt, la légende canadienne Gilles Villeneuve s'était tué sur la piste de Zolder. Mais pour Riccardo Paletti, c'était un jour de fierté et d'accomplissement. Pour la première fois de sa carrière, il s'était qualifié et pouvait enfin prendre le départ d'un véritable Grand Prix de Formule 1. En quittant les stands, il ajusta ses gants et leva les yeux vers les tribunes. Parmi la foule, il aperçut sa mère, Maria Teresa, qui agitait la main, les larmes aux yeux. Elle avait traversé l'Atlantique pour assister à ce moment où son fils allait réaliser son rêve. Aucun d'eux ne savait qu'en quelques minutes, le rugissement du moteur dont elle était si fière deviendrait le dernier son qu'elle entendrait de lui. Sur la grille de départ, Riccardo inspira profondément. Les feux rouges s'allumèrent. Un instant de silence régna. Ses mains serrèrent le volant, son cœur battait comme un tambour. Une pulsation, 2 pulsations, puis les feux passèrent au vert. La course commença. Et le destin commença à compter les secondes à rebours. Sur la grille de départ du circuit Gilles Villeneuve, l'air semblait figé. Le rugissement de plus de 20 moteurs de Formule 1 faisait vibrer les tribunes. La pluie matinale avait cessé, la piste brillait, sèche et lisse comme un miroir.
Tout le monde attendait le moment où les feux rouges s'éteindraient le signal du départ du Grand Prix du Canada 1982. En première ligne se trouvait Didier Pironi, au volant de sa Ferrari, prêt à courir pour la victoire et à honorer la mémoire de son coéquipier Gilles Villeneuve, disparu 2 semaines plus tôt. Tout au fond de la grille, Riccardo Paletti, dans sa modeste Osella Funk bleue, sentait son cœur battre à tout rompre. C'était son tout premier départ en Formule 1. Lorsque les 6 feux rouges s'allumèrent, le silence tomba. Les pilotes retinrent leur souffle, le pied sur l'accélérateur, les yeux rivés sur les lumières. 1 seconde, 2 secondes, 3, puis elles s'éteignirent. Les moteurs hurlèrent à l'unisson, les voitures bondirent vers l'avant comme des fusées, mais en tête de peloton, l'impensable arriva. La Ferrari de Pironi calait au moment même où les feux passaient au vert. Pironi tenta désespérément de redémarrer, mais la voiture resta immobile, bloquant la ligne droite. Les pilotes derrière lui eurent à peine le temps de réagir. René Arnoux vira brusquement à droite, Bruno Giacomelli à gauche, évitant de justesse la catastrophe. Mais tout au fond, Paletti arrivait à pleine vitesse. La distance entre lui et Pironi n'était que d'une centaine de mètres. À environ 180 km/h, il n'eut aucune chance de freiner ou d'éviter le choc. Dans le rétroviseur de Pironi, une forme bleue surgit puis un impact d'une violence inouïe. L'Osella de Paletti s'écrasa de plein fouet contre l'arrière de la Ferrari. La force du choc fut telle que l'avant de la voiture se désintégra complètement, projetant des débris et le moteur dans les airs. Le nez du bolide se plia en deux, une roue avant s'envola, et en une fraction de seconde, une immense boule de feu explosa. Les flammes se propagèrent à une vitesse effrayante, une épaisse fumée noire s'éleva, recouvrant la ligne droite. Les voitures derrière ralentirent, certaines traversèrent le nuage, d'autres s'arrêtèrent sur le côté. Les commissaires de piste accoururent, suivis du célèbre médecin de la F1, le docteur Sid Watkins, habitué à affronter les pires tragédies. Pironi, encore sous le choc, réussit à se détacher et se précipita vers la voiture de Paletti. Il cria son nom, encore et encore aucune réponse. L'Osella était déjà en flammes. Le réservoir venait d'exploser, projetant des gerbes d'essence enflammées. Le feu redoubla d'intensité, forçant les secouristes à reculer. Sur les tribunes, les spectateurs criaient, certains pleuraient. Et parmi eux, une femme s'effondra en larmes, la mère de Riccardo, Maria Teresa, venue tout droit d'Italie pour voir son fils réaliser son rêve. À présent, sous ses yeux, ce rêve brûlait littéralement dans une mer de feu. Après une trentaine de secondes, les pompiers parvinrent à éteindre les flammes. Mais il ne restait du véhicule qu'une carcasse tordue et noircie. Le docteur Watkins et son équipe se précipitèrent pour dégager le pilote. La coque avant était si déformée que le corps de Paletti était écrasé sous la structure. Il fallut découper la tôle pour l'atteindre. Watkins glissa une main à l'intérieur, chercha un pouls. Il était là, mais faible. Paletti souffrait de graves fractures thoraciques, probablement causées par le volant, et de brûlures profondes dues aux flammes. Une ambulance entra aussitôt sur la piste. Watkins tenta de le réanimer, alternant massage cardiaque et oxygène. Mais tous les efforts furent vains. Riccardo Paletti ne reprit jamais connaissance. Il mourut sur le circuit, à seulement 23 ans, 2 jours avant son 24e anniversaire. Quand les flammes s'éteignirent, le silence retomba sur le circuit. La Ferrari était détruite, la piste figée dans la stupeur. Dans les gradins, pas un cri, pas un applaudissement, seulement la fumée, l'odeur de caoutchouc brûlé et de mort. La télévision canadienne interrompit la retransmission. La voix du commentateur trembla en annonçant « Riccardo Paletti n'a pas survécu ». Ce jour-là, la Formule 1 perdit un autre de ses jeunes espoirs, un homme qui venait tout juste de toucher son rêve du bout des doigts. Et le monde se souvint une fois de plus que, derrière la gloire et la vitesse, se cache une frontière terriblement fragile entre la vie et la mort. Après l'explosion terrible, la fumée s'élevait encore au-dessus du circuit Gilles Villeneuve. Le hurlement des sirènes d'ambulance couvrait les cris du public. Tout s'était passé si vite que personne ne comprenait vraiment ce qui venait d'arriver. Les pilotes restants rentrèrent lentement au stand, certains encore tremblants. Didier Pironi s'assit contre un mur, la combinaison couverte de suie. Son regard était vide, ses mains tremblaient en revivant la scène du choc. Il avait survécu, mais le jeune homme derrière lui, ne reviendrait plus. Dans le centre médical du circuit, le docteur Sid Watkins et son équipe tentaient encore l'impossible. Ils massaient le cœur, administraient de l'oxygène,
Mais tout espoir s'éteignait peu à peu. Les blessures de Paletti étaient trop graves, sa poitrine broyée, ses organes internes atteints et les brûlures trop profondes. Quand Watkins secoua lentement la tête, le silence tomba. Une infirmière tira doucement le drap blanc sur le corps du jeune pilote qui n'avait pas bouclé un seul tour de sa première course de Formule 1. Sur la table, sa plaque d'identification Air Paletti Osella portait encore des traces d'huile et de cendre. La nouvelle se répandit comme une onde glaciale. Dans les paddocks, les équipes restèrent immobiles, incapables de parler. On n'entendait que le vent et quelques pas hésitants. Les journalistes baissèrent leurs caméras, incapables de filmer la carcasse calcinée de l'Osella. L'allée des stands paraissait infinie, lourde, funèbre. Certains pilotes chevronnés comme Nelson Piquet, Keke Rosberg ou John Watson se regardaient sans un mot. Ils savaient tous qu'ils venaient de perdre un frère, un enfant de ce sport qu'ils aimaient tant. Dans la cabine des commentateurs, la voix du présentateur tremblait. Un grave accident. Riccardo Paletti, jeune pilote italien de l'équipe Osella, est décédé. Les mots résonnaient lentement, comme un glas. L'Italie entière fut saisie d'effroi. Les chaînes de télévision interrompirent leur programme, diffusant tour à tour le sourire lumineux de Paletti, le jour de sa signature avec Osella, et les images de feu et de fumée à Montréal. À Milan, ses parents restaient pétrifiés devant l'écran. Son père refusait d'y croire, tandis que sa mère, Maria Teresa encore au circuit, s'effondrait en larmes dans les bras des secouristes. Ce soir-là, dans le paddock, des bougies furent allumées autour du garage Osella. Les ingénieurs restèrent assis, silencieux, devant la voiture recouverte d'une bâche blanche. On distinguait encore un fragment de peinture bleue, la couleur que Paletti appelait la couleur de l'espoir. Un mécanicien éclata en sanglots. Un autre posa, la main tremblante, une petite photo du jeune pilote sur le capot brûlé. « Il voulait juste courir un tour », murmura-t-il. Un seul tour. Le lendemain, la FIA et les organisateurs de la fin convoquèrent une réunion d'urgence. L'accident de Paletti avait choqué tout le monde. En un peu plus d'un mois, la Formule 1 venait de perdre 2 pilotes, Gilles Villeneuve et Riccardo Paletti. La presse appela cette saison l'année noire de la fin. Plusieurs pilotes réclamèrent des mesures immédiates pour renforcer la sécurité. Les équipes demandèrent un nouveau protocole de départ après la panne du moteur de Pironi qui avait presque provoqué un carnage collectif. Peu après, la FIA décida d'introduire des systèmes d'alerte pour les voitures calées sur la grille, de renforcer les réservoirs anti-incendie et d'améliorer la résistance des structures avant des normes qui deviendraient plus tard la base de la sécurité moderne en Formule 1. En Italie, les funérailles de Riccardo Paletti eurent lieu 3 jours plus tard. Des milliers de personnes, pilotes et mécaniciens, vinrent à l'église San Vittore pour lui dire adieu. Le cercueil, recouvert du drapeau italien, était entouré de couronnes envoyées par Ferrari, Osella et Alfa Romeo. Didier Pironi envoya une lettre courte. « Je n'oublierai jamais ce moment. J'ai survécu, mais c'est toi qui nous rappelle combien la vie dans la vitesse est fragile. » Les cloches sonnèrent. Le vent de juin apportait l'odeur des œillets et de l'encens. Sa mère serrait la photo de son fils contre sa poitrine, le visage gonflé de larmes, mais les yeux secs. Il n'y avait plus de pleurs, seulement le vide immense d'un rêve brisé. Sur la photo, Riccardo souriait le sourire d'un homme qui croyait vivre enfin son rêve. Quelques semaines plus tard, le petit circuit de Varano de Melegari fut rebaptisé Autodromo Riccardo Paletti. Une plaque neuve fut posée à l'entrée, et tous les jeunes pilotes qui y passaient connaissaient son histoire. Celle d'un garçon qui avait touché la gloire et la mort au même instant. Son nom devint un symbole, un rappel éternel que chaque ligne de départ n'est pas seulement le début d'une course, mais aussi la frontière la plus fragile entre la victoire et le destin. Après la mort de Riccardo Paletti, une atmosphère de deuil et de silence s'abattit sur le monde de la course automobile. La saison 1982, déjà marquée par la disparition tragique de Gilles Villeneuve, venait de perdre un autre jeune pilote, fauché en une fraction de seconde. Le paddock de la Formule 1 semblait figé. Les voitures, alignées dans les garages, ressemblaient à des cercueils d'acier. Les mécaniciens, les ingénieurs, les journalistes, tous avaient dans le regard la même peur muette, celle de savoir que, peut-être, le prochain serait l'un d'eux. Dans les jours qui suivirent, les journaux du monde entier publièrent la photo de Paletti. Sur la couverture de la Gazzetta dello Sport, on le voyait dans sa combinaison bleue, le regard jeune mais déterminé, avec ce titre cruel,
Riccardo Paletti, mort avant même d'avoir commencé. En Angleterre, en France, en Allemagne, au Canada, on parla de lui comme de la deuxième victime d'une saison maudite. Devant le siège de l'équipe Osella, à Volpiano, les fans déposèrent des fleurs, des drapeaux italiens et des bougies. En Italie, la douleur fit vite place à la colère. La presse posa des questions brûlantes. Pourquoi la FIA avait-elle autorisé une voiture aussi fragile qu'une Osella à courir? Pourquoi le système de départ ne prévenait-il pas les autres pilotes lorsqu'un moteur calait? Pourquoi un garçon de 23 ans devait-il mourir à cause d'une simple panne mécanique? Ces interrogations résonnaient comme des accusations. Mais ceux qui vivaient de la course savaient que la réponse était plus profonde. La Formule 1 vivait encore dans une culture où la vitesse comptait plus que la vie humaine. Didier Pironi, qui se trouvait juste devant Paletti au moment du drame, sombra dans une profonde dépression. Il ne dormit plus pendant des nuits entières, hanté par le bruit du choc et par les flammes dans son rétroviseur. Dans une interview, la voix brisée, il confia « J'ai vu la mort dans mon miroir. Il arrivait vers moi, et en une fraction de seconde, j'ai compris que personne ne pourrait le sauver. » Après cet accident, Pironi ne fut plus jamais le même. Il devint plus silencieux, plus réservé, comme s'il portait en lui une culpabilité impossible à effacer. Quelques mois plus tard, il fut victime à son tour d'un effroyable accident en Allemagne qui lui brisa les 2 jambes et mit fin à sa carrière. Beaucoup dirent que le destin ne laissait jamais en paix ceux qui avaient vu la mort de trop près. Sous la pression de l'opinion publique, la FIA convoqua une réunion spéciale à Paris. Les directeurs d'équipe, les ingénieurs et les responsables de la sécurité débattirent avec véhémence. Certains affirmèrent que l'accident de Paletti était inévitable, mais la majorité refusa cette excuse. Si la voiture avait été construite selon les bonnes normes, déclara un ingénieur de Ferrari, il ne serait pas mort sur le coup. Finalement, la FIA fut contrainte d'agir. Le protocole de départ fut entièrement revu. Désormais, un système lumineux d'alerte signalerait toute voiture en panne sur la grille. Les réservoirs anti-incendie, les structures avant renforcées et les ceintures de sécurité furent aussi repensées. Ces nouvelles règles sauvèrent plus tard la vie de nombreux pilotes, parmi eux Gerhard Berger, Rubens Barrichello et Fernando Alonso. À Milan, la famille Paletti vivait dans le silence. Son père, Enrico Paletti, autrefois homme d'affaires, restait des heures assis près de la fenêtre, regardant la rue où son fils allait à l'école. Dans une courte interview, il dit « Je n'en veux à personne. Je veux seulement que les gens se souviennent que Riccardo aimait la vie. Si sa mort rend la Formule 1 plus sûre, alors c'est la seule consolation qu'il me reste. » Sa mère, Maria Teresa, ne reparut plus jamais en public. Chaque année, le 13 juin, elle se rendait discrètement à Varano, s'asseyait devant la plaque portant le nom de son fils et restait là en silence. Des années plus tard, ceux qui avaient été témoins de la tragédie ne purent jamais l'oublier. Dans un documentaire de la RAI, un sauveteur raconta « Je me souviens de ses yeux. Quand nous avons ouvert la porte, la fumée sortait encore, mais il avait l'air de dormir. Il n'y avait aucune peur dans son regard. » Ces mots firent pleurer bien des gens, car ils montraient que Paletti était parti dans une étrange paix, comme s'il savait qu'il avait vécu pleinement ce qu'il aimait. Pour le monde de la course, la mort de Riccardo Paletti ne fut pas un simple nom de plus dans la liste des disparus. Ce fut un tournant, un signal d'alarme qui força la Formule 1 à changer. À partir de là, le sport commença à évoluer d'un univers de risque et d'inconscience vers un monde où la technique, la science et la sécurité prirent enfin le dessus. Et au cœur de cette transformation, le nom Riccardo Paletti resta gravé comme un avertissement éternel. Un jeune homme tombé sur la ligne de départ pour que ceux qui viendraient après lui puissent continuer à vivre. De nombreuses années plus tard, le nom Riccardo Paletti n'était plus seulement une note tragique dans l'histoire de la Formule 1. Il était devenu un symbole du changement, un rappel silencieux qui résonnait encore à travers le rugissement des moteurs. Depuis 1982, la Formule 1 avait profondément évolué. Les ingénieurs, les dirigeants et même les pilotes, ces hommes qui avaient longtemps considéré le danger comme partie intégrante du jeu, commencèrent à se poser une question essentielle. La gloire vaut-elle vraiment le prix d'une vie ? Les leçons tirées du drame de Paletti s'enracinèrent dans chaque aspect du sport. Les systèmes d'alerte au départ devinrent obligatoires. Les réservoirs furent recouverts de matériaux ignifugés à plusieurs couches. Les cockpits furent renforcés par des structures de protection en titane. Dans les années suivantes, la FIA créa une commission spéciale de sécurité, la Safety Working Group, composée de médecins, de physiciens
et d'ingénieurs, dont plusieurs avaient été témoins du moment où Paletti perdit la vie sur la ligne de départ. De ces tragédies naquit l'évolution de la Formule 1. À la fin des années 1980, des accidents comme celui de Paletti devinrent presque inexistants. Lorsque des pilotes s'écrasaient, ils pouvaient souvent sortir eux-mêmes de leur voiture, une scène impensable à l'époque de Paletti. Les générations suivantes, Senna, Prost, Mansell, Schumacher, grandirent dans un monde où la sécurité comptait autant que la vitesse. Mais tous savaient que le prix de cette transformation avait été payé par ceux qui étaient tombés avant eux, et Paletti était de ceux-là. En 1983, lors du premier Grand Prix, organisé après l'adoption des nouvelles normes de sécurité, un petit bouquet de fleurs fut déposé à Montréal, à l'endroit précis où Paletti s'était écrasé. Pas de cérémonie officielle, pas de discours, seulement quelques pilotes qui s'arrêtèrent, retirèrent leur casque et baissèrent la tête. Ainsi, le monde de la course rendit hommage à celui qui avait péri pour leur rappeler la frontière fragile entre la vie et la gloire. Sa famille, elle, continua à vivre dans le silence. Mais son héritage, lui, demeura vivant. Sur le circuit de Varano de Melegari, rebaptisé Autodromo Riccardo Paletti, une petite cérémonie a lieu chaque année. Avant chaque course, les jeunes pilotes passent devant une plaque où l'on peut lire « A Riccardo Paletti, morto per la passione, ma non invano ». Oui, à Riccardo Paletti, mort par passion, mais pas en vain. Dans une interview accordée en 2002, à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort, un ancien ingénieur d'Osella déclara « Nous pensions que Paletti n'était qu'un jeune pilote ambitieux. Aujourd'hui, nous savons qu'il a été celui qui a changé ce sport à jamais. » Des mots simples, sincères, qui résonnèrent dans les paddocks comme un souffle de vérité, à l'image même de Paletti. Ce n'est pas un hasard si, dans les formations de sécurité de la fin moderne, son nom est cité aux côtés de Villeneuve, Rindt, Sévère ou Senna, ces hommes qui sont tombés pour que d'autres puissent continuer. Chaque accident évité, chaque vie sauvée sur un circuit, porte en elle une part de l'héritage de Riccardo Paletti. Aujourd'hui, alors que la Formule 1 est devenue un symbole de technologie et de précision, il est difficile d'imaginer qu'il fut un temps où la mort faisait partie du décor. Mais grâce à des hommes comme Paletti, tout cela a changé. Il n'a remporté aucun titre, aucun trophée, aucune course, mais il a laissé quelque chose de plus grand, la vie. Riccardo Paletti, le jeune homme qui s'est arrêté sur la ligne de départ, a permis au monde de continuer à avancer. Et chaque fois qu'un moteur gronde sur un circuit plus sûr, on croirait entendre, dans le souffle du vent et l'odeur de l'essence, une voix murmurer « Je suis mort pour la vitesse, afin que vous puissiez vivre en elle ». Près d'un demi-siècle s'est écoulé depuis ce 13 juin 1982, mais l'histoire de Riccardo Paletti n'a jamais disparu de la mémoire du monde du sport automobile. Chaque fois que les pneus des voitures de Formule 1 tournent sur le circuit de Montréal, on se souvient de lui, ce jeune homme qui a perdu la vie au moment même où son rêve commençait. La mort de Paletti ne fut pas seulement une tragédie, mais aussi un tournant, un instant qui a changé à jamais la façon dont on perçoit la course, le courage et la frontière fragile entre la vie et la mort. Aujourd'hui, la Formule 1 moderne est un symbole de technologie et de sécurité absolue. Les dispositifs comme le halo, le HANS, les châssis en carbone ultra résistants et les protocoles médicaux d'urgence sont le fruit de décennies d'expérience, de progrès et de sacrifices. Chaque fois qu'un pilote sort indemne d'un accident, c'est un hommage silencieux à ceux qui ont payé le prix le plus cher. À chaque vie sauvée, il y a une part du sang, des larmes et de l'héritage de Riccardo Paletti. En Italie, son nom n'a jamais été oublié. À Varano de Melegari, le circuit qui porte son nom, Autodromo Riccardo Paletti, accueille encore aujourd'hui de jeunes pilotes. À l'entrée, une plaque en bronze rend hommage au jeune Italien qui muore per un sogno non muore invano. Celui qui meurt pour un rêve ne meurt jamais en vain. Les apprentis pilotes qui s'y entraînent entendent toujours parler de lui, non pas pour avoir peur, mais pour comprendre que la vitesse exige la responsabilité. Lors de leur première leçon, on leur répète « Aucun décès n'est vain s'il permet à d'autres de vivre ». C'est pourquoi Paletti est considéré comme le pionnier de la sécurité moderne en Formule 1, même si sa propre carrière n'a duré que quelques secondes. Le monde du sport célèbre ses champions, ses vainqueurs, ses icônes couvertes de gloire. Mais à côté d'eux, il y a des hommes comme Riccardo Paletti, ceux qui n'ont pas besoin de podium pour être immortels. Ils ont remporté une autre forme de victoire, celle d'avoir transformé la mort en vie. Ils sont les fondations invisibles sur lesquelles repose le progrès et l'humanité d'un sport fait de métal, de feu et de vitesse.
Si Gilles Villeneuve incarne la passion indomptable, Riccardo Paletti représente le prix de cette passion. Ils ne sont pas morts à cause d'une erreur, mais parce qu'ils croyaient qu'un jour, la vitesse pourrait être domptée. Et c'est cette conviction qui a transformé la Formule 1 d'un jeu mortel en une bataille entre la science, la maîtrise et le courage humain. Chaque année, le 13 juin, des fans déposent des fleurs à Montréal. Sur un petit mur commémoratif près du premier virage, là où la voiture d'Ozella s'est embrasée, une phrase écrite à la craie: « Riccardo, tu n'as pas couru longtemps, mais tu as couru pour nous tous. » Un message simple, mais profondément émouvant. Car oui, Paletti est tombé pour que le monde puisse se relever. Il n'est pas honoré par des trophées, mais par la vie de centaines de pilotes qui lui ont succédé. Et ainsi, même s'il n'a vécu qu'un éclair sur la piste, Riccardo Paletti demeure une figure immortelle de l'histoire de la F1, là où les hommes, malgré l'acier et le feu, ont appris à transformer la douleur en progrès et la mort en espoir. Riccardo Paletti, mort sur la ligne de départ, vivant à jamais dans l'héritage de la vitesse.